Allez, salut, c'est Béton 93.6 et c'est la 46e de Salon de Pauvres. Il est 15h et on vous dira tout la prochaine, pour la prochaine émission. Il y a des petites surprises, il y a des petits changements, mais on va pas griller toutes nos cartouches tout de suite. Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Thérèse, Bonjour coucou Alain. Guylaine là-bas derrière. Bonjour à tous. Voilà. Et bonjour à nos invités, qui sont deux aujourd'hui. Alors c'est Marie-Thérèse qui doit les présenter, c'est marqué sur ma feuille. Alors Oui, mais ça, c'est toi qui t'y colle au boulot. Oui, non, mais Alain, ce qu'il oublie, c'est qu'il aurait pu ne pas être là aujourd'hui. Oui. Donc, c'est pour ça que... Donc, nos invités, c'est Guénolé Lorec, éducateur aux femmes, foyer d'accueil médicalisé à Saint-Cyr-sur-Loire, et Denis Langlais, qui est résident aux femmes. Bonjour. Bonjour Voilà. à tous. Eh ben bonjour à tous. On va se retrouver tout à l'heure, dans pas longtemps. Mais là, on commence par nos petites actualités, notre petite cuisine interne, comment ça va, il y a des nouveaux, tout ça. Enfin bon. Oui, donc notre groupe Facebook, allocataire du RSA, des gens comme les autres, nous sommes actuellement 607 membres. Oui. Voilà. Depuis 5 minutes, 607. Le Donc, on a dernier, dépassé les 600. je l'ai validé là il y a 5 minutes. Donc, on a dépassé les 600. Donc, autrement, en dehors des offres d'emploi, ce qui est revenu souvent, c'était la prime accordée par l'État aux personnes inscrites à Pôle emploi ou au RSA et ayant travaillé un certain nombre d'heures en 2019. Oui, alors ce qui ressortait, c'est un peu confus quand même. Il y a plein de gens qui ne l'ont pas eu, qui l'ont eu un peu en retard, qui se demandaient ce qui se passait. Il y a des départements, parce que les 2 premières primes ont été versées à la date prévue, mais les autres, il y a eu des recalculs parce qu'il y a eu des erreurs. Donc, selon les départements, ça a été... ils ont tout vérifié. Ah, c'est vrai que dans notre groupe, il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout, pas que de l'Indre-et-Loire. Ça, c'est le miracle d'Internet. Et on se retrouve là avec des gens qui viennent du sud ensoleillé, Du nord, de partout. partout. Des îles aussi. Donc, oui, aussi. Oh là là. Bah oui, Ouais. on a des Oui, îles. non, ils sont sous confinement, laisse tomber là-bas. Non, c'est pas le moment. Ne rêve pas, Marie-Thérèse. Ne rêve pas, c'est pas bon. Non. C'est pas bon. Comme tout, salut les feignasses. Je l'ai dit ou Non, tu l'as pas dit aujourd'hui. Je l'ai pas dit. Bon, alors Ça attends. nous manque. Coupé, on recommence. Salut les feignasses, c'est la 46e émission de Salon de Pauvres. Voilà, il est 15h et des bananes. Et maintenant, bon, c'est pas la peine de rêver. C'est pas pour tout de suite les vacances aux Bahamas. Pour l'instant, on va parler de notre petite actualité. Voilà. Donc, je vous donne l'adresse mail. Notre adresse mail, c'est salondepauvre@gmail.com. Ouais. Twitter, c'est Salon de Pauvres. Et notre chaîne YouTube, Salon de Pauvres, où vous pouvez retrouver notre émission grâce à Ingrid. Voilà, toutes les anciennes émissions depuis longtemps. Voilà. Donc, vraiment le groupe, pour notre groupe et puis sur Facebook, voilà, c'est ce qu'il y avait à dire. Autrement, pour ceux qui nous suivent depuis le début de toute première émission, donc vous connaissiez Sandrine qui animait avec nous et qui nous encadrait dans notre groupe. Oui, qui nous envoie toujours de temps en temps des petites nouvelles, Voilà. des actualités culturelles, parce qu'elle est très, très fan de tout ça. Voilà, Donc, on a elle nous toute suit. l'actualité du CCCOD, par exemple. Voilà. Exactement, elle nous tient au courant de l'actualité. Et on salue bien chaleureusement Sandrine Marchais. Voilà. Qui vient de prendre ses fonctions au sein du conseil régional de la région Centre. Voilà, oui. Donc, on lui Champagne. souhaite... voilà. Voilà, On lui qui souhaite, s'occupe de questions de formation. Voilà. Voilà, on lui souhaite bonne chance dans son Voilà, nouvelle fonction. on lui dit qu'elle peut venir ici avec une bouteille de champ, il n'y a pas de problème. C'est quand elle veut. Donc, autrement, on fait toujours un petit coucou à nos amis de Tarbes, dont on a eu quelques nouvelles par la Une personne. longue histoire, ça. Oui, par Corinne Daran. Donc, ils vont bien, ils nous écoutent aussi. Ah. Voilà, donc on espère qu'on va pouvoir reprendre prochainement contact avec eux et reprendre nos relations. C'est vrai que c'est pas évident. Organiser une petite visio. Voilà, donc, ça serait bien, ça fait un bout de temps. Mais oui, voilà. Mais bon, ce qui se passe un peu là-bas. Ah oui, mais nous, en ce moment, le groupe principal, comment que c'est
ils se retrouvent pas parce qu'ils sont trop nombreux et pour l'instant, c'est en stand-by. Oui, comme beaucoup de choses de toute façon, puis rien n'est commode en ce moment. On attend un peu que ça se passe et puis qu'on puisse retrouver un certain nombre d'activités normales. Donc, autrement, alors là, c'est la petite. C'est à noter sur vos tablettes. Hein. À partir du mois prochain, notre émission aura lieu le premier mardi du mois au lieu du deuxième. Voilà, on déménage, on change un petit peu. Donc, notre prochaine émission aura donc lieu le mardi 6 avril. Voilà. Donc, Vous notez, c'est toujours bien. 15h. Donc, ça sera un petit peu plus tôt qu'on va vous revoir. Toujours à la même heure. C'est plus facile à retenir, c'est le premier mardi du mois, toujours de 15h à 16h sur Radio Béton 93.6. Voilà. C'est ce jour-là où il faudra que vous vous leviez de bonne heure. L'émission est à 15h. On est désolé. Bon. C'est tout pour les petites informations. C'est tout pour les petites infos. Oui, voilà. Ah, bon. Il s'est passé des choses quand même. Hein. Oui. Oui. Moi, j'ai un peu regardé sur Facebook. J'ai eu des tas de petites informations qui sont intéressantes. Et sciemment, je vais pas vous les retransmettre comme ça, parce que faut y aller sur la page, sur le groupe Facebook. Il y a des nouvelles intéressantes. Il y en a une notamment que j'ai sélectionnée, dont on va reparler un petit peu plus tard, parce qu'on reste un peu dans le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Et puis, bon, il y avait d'autres petites choses. C'est une soirée le 10 mars. Oh, ça va, c'est bon, c'est demain. C'est demain. Bon, on va en reparler avant la fin de l'émission de celle-là, parce que ça au moins c'est demain. Et donc, voilà, il y a tout ça sur notre Facebook. Il y a plein de petites actualités. Voilà, toutes les offres d'emploi, il y a des formations aussi. Ah oui, ça, les offres d'emploi, il y en a. On est bon hein, sur le sujet. Ça mollit pas du côté d'Amboise, parce que c'est Marie-Thérèse qui passe les trois quarts des offres d'emploi. C'est pour ça. Faut la féliciter, parce que bon, j'en ai trouvé une ou deux, mais c'est des trucs un peu, des emplois un peu bizarres qu'on trouve sur certains serveurs, notamment culturels. Oui, en ce moment, on commence de toute façon, que ce soit les restaurateurs, comme à la ville d'Amboise, c'est le camping, tous les travaux saisonniers là, qui commencent à rechercher, même s'ils ne savent pas les dates d'ouverture. Oui. Ça commence. Et puis bon, tout ce qui a trait au tourisme, ça essaye de redémarrer en se disant peut-être que pour l'été, au moins, ça va finir par fonctionner. J'ai vu passer une offre d'emploi de je ne sais plus combien de dizaines d'emplois aux Zoo de Beauval. Oui, il n'y a pas très longtemps. Ils cherchent souvent et puis ils forment aussi à Beauval. Puis ils s'agrandissent, ils viennent, je ne sais pas si c'est déjà ouvert, mais alors oui, c'est ouvert le Dôme, ça va faire un an, ça bientôt un an. Ça fait un bout de temps que j'y suis pas allé par là-bas. Voilà, il y a des hippopotames, il y a des lamantins. Oui, puis il y a toujours les adorables pandas et les pandas roux. Enfin bref, c'est un site. Il y a des pangolins. Non. Heureusement, non, on a évité les contaminations. C'est dommage. Mais en plus, cette pauvre bête, elle est innocente dans le Covid. Bien entendu, c'est toujours les humains qui sont responsables. Non, mais... De toute façon, le pauvre pangolin. Hein. Oui, c'est nos animaux, quand ils vont nous voir revenir en force, ils vont se demander ce qui se passe. Voilà. Oui, pour l'instant, ils sont tranquilles, ils vivent leur petite vie. La paix, oui. Écoutez, allez donc faire un tour à Beauval. Je sais qu'il y a moyen pour certains d'entre vous qui ont des très grosses difficultés. Il y a moyen d'avoir des places pour des choses comme ça. Oui, il y a des tarifs réduits, voire des tarifs spéciaux. Voilà, pour ça, comme pour tout le reste, on vous le répétera jamais assez. Vous voyez avec votre référent. Voilà, votre référent socio-professionnel au sein de des maisons de la solidarité. Et puis pour les offres d'emploi, n'oubliez pas de jeter un œil sur Job Touraine. Voilà. Et puis si vous trouvez un boulot, vous pouvez envoyer des chocolats à Marie-Thérèse. Un Radio Béton, 90 avenue Maginot.
Hein, oui, mais nous les envoyer pour qu'on les reçoive le premier mardi du mois. Ah bah oui. Parce que sinon, ils seront dévorés par l'équipe. Tant qu'à faire, oui, parce qu'on les connaît. On les connaît. Ah, bon. Il y a marqué déjà une pause là sur ma. Non, c'est trop tôt feuille. là. C'est trop tôt. Ah, c'est trop tôt. Pourquoi ça a été mis là alors? Eh ben, je ne sais pas. Marie-Thérèse, que se passe-t-il? Marie-Thérèse. Non, c'est parce qu'elle a laissé, comme c'était Marie-Hélène, elle nous a laissé à la fin. Voilà. Ouais. Bon, donc c'est la faute du stagiaire. Comme toujours. Bah oui, sinon à quoi ça servirait d'embaucher des stagiaires? Non, puis ça dépend comment on parle aussi, les infos qu'on a à donner avant. Bah oui, je sais. C'était une petite plaisanterie. Hein? Bon, allez, il est temps de passer aux choses sérieuses. On y va direct, tout le monde est d'accord? Bon, rebonjour à nos invités. Rebonjour, donc. Bonjour. Et bon, on commence par quoi? C'est Marie-Thérèse. Par Guénolé, l'OREC, donc qui va nous parler du FAM et qui va nous parler de ses missions. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je m'attendais une petite pause histoire de me mettre dans le bain, mais c'est pas grave, on va faire sans la petite pause. Il n'y a pas de problème. Direct. On peut déjà dire comment c'est venu qu'on les a invités. On peut revenir sur l'historique. Oh bon, on peut. Voilà, c'est parce que on a été contacté par Clarisse Hermelin parce qu'il y a un groupe qui s'est mis en place sur la santé mentale. Et ils travaillaient sur la stigmatisation et ils ont entendu parler de notre groupe et de notre émission. Donc elle nous a demandé de venir présenter à ce groupe c'est justement de ce qu'on faisait. Donc on les a rencontrés 2 fois en présentiel et 3 fois en visio. Et on a donc décidé de les inviter à notre émission. Donc, ça a déjà été repoussé une fois parce que les circonstances sanitaires... Parce que c'était fermé. Et voilà, et puis quelques circonstances sanitaires aussi nous ont obligés à changer les dates et à repousser parce qu'on a eu des émissions en moins. Mais maintenant, ils sont là, nos invités, et on va pouvoir démarrer, notamment en expliquant peut-être quelles sont les fonctions, les missions aussi, ou parler un petit peu du comité local de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est donc le conseil local de santé mentale. Alors moi j'en parle au nom de Madame Douvrandel qui travaille avec nous au sein du FAM, qui participe au conseil local de santé mentale. Alors j'ai mes petites notes. Donc c'est une plateforme de concertation et de coordination entre les élus locaux d'un territoire, le secteur psychiatrique, les professionnels de santé, les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé, les acteurs sociaux, médico-sociaux, les usagers, les aidants, etc. etc. Également l'ARS et le préfet du département. Ce conseil a donc pour mission de favoriser le décloisonnement de la santé mentale et des politiques publiques menées au niveau local sur un territoire de proximité pertinent pour les acteurs locaux. Il est constitué de 4 communes, Tours, Joué-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps et La Riche. Donc voilà, c'est dans le cadre de ce conseil local de santé mentale qu'a été mis en place un groupe de travail autour du thème de la stigmatisation. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est dans ce cadre que vous avez été contacté. Et donc l'idée, c'était de faire un témoignage au niveau des patients ou des résidents de structures concernant les personnes suivies en psychiatrie. Moi, pour ma part, je suis éducateur spécialisé au foyer d'accueil médicalisé. Et parallèlement à ce projet, nous, on avait mis en place un projet d'atelier radio qui a eu lieu ici à Radio Béton. On a fait une émission qui s'appelait donc Confluence FM qui a été diffusée au mois de décembre. Et parmi les participants, il y avait Denis. Et donc, dans le cadre de choisir effectivement un intervenant, un témoignage sur la déstigmatisation, on avait pensé à Denis parce que qui, dans le cadre des ateliers radio, avait montré son intérêt pour la chose et souhaitait témoigner en ce sens. Voilà. Oui, non, oui. Je te voyais bien parti. Oui, là. Oui, en effet, parce qu'en fait, il y a beaucoup à dire. Quand on parle de santé mentale, souvent les gens reculent, sont inquiets, se demandent de quoi il s'agit précisément, quelles sont les personnes qui sont accueillies, quels sont les types de soins, les types de, je ne sais pas, de dialogues, d'ateliers qui sont menés avec les personnes qui sont accueillies dans ce cadre-là. Alors là, nous, on est au foyer d'accueil médicalisé à Saint-Cyr, du pôle de santé mentale de la Confluence.
Il y a donc, Denis, vous me corrigerez si je me trompe, il y a 60 résidents. C'est un lieu de vie, donc c'est des personnes qui sont hébergées sur place. On est dans une structure médico-sociale, donc à la fois il y a le volet soins avec des infirmiers, des médecins et également des équipes qui sont présentes pour le quotidien et pour les fonctions éducatives. Dans ce cadre-là, on propose pas mal d'ateliers qui ont soit des visées thérapeutiques, soit on est sur des projets un peu plus larges. Je sais pas, j'ai en tête la cuisine, ça peut être art plastique, musique, chant. Psychologie, plein d'autres choses à dire. Ouais, tout à fait. Il y a également un psychologue sur place et du personnel, voilà. Personnel, comment on dit, j'oublie. C'est pas soignant, on est sur du paramédical. Oui, oui. Je pense que c'est ça le terme. Et donc nous l'idée c'est d'accompagner au quotidien et plus pour les volets ateliers, on a vocation à s'ouvrir sur l'extérieur, à proposer des choses qui se construisent dans le temps. Donc, En fait, il y a beaucoup d'ateliers qui sont créés dernièrement. Puis voilà, c'est très sympa pour nous les résidents de faire ces activités dans ces ateliers. Ça passe le temps, ça permet de parler ensemble, de faire des activités ensemble, quoi. Voilà. Enfin, il y a plein de choses à faire à Confluence-Saint-Cyr et donc c'est un endroit où il fait bon vivre, où on sent parfois mal, mais parfois bien aussi. Donc c'est un foyer d'accueil médicalisé, donc voilà quoi. Je sais pas si je peux dire d'autre. bah, c'est effectivement un lieu de vie, donc un lieu de vie, c'est avec effectivement tous ces aspects-là. L'intérêt aussi qu'on a, c'est notamment dans le cadre des ateliers, c'est de travailler le collectif, faire des espaces où on travaille ensemble, où Oui, on élabore tout à fait. au fur et à mesure. Et si pour rejoindre le thème de la stigmatisation, notamment l'atelier radio, ça permet justement de s'inclure non pas en tant que résident d'une structure, mais en tant que bénévole impliqué dans une application, dans une activité, dans un lieu qui permet justement les échanges et de se construire, de se présenter non pas en tant que bénéficiaire d'une structure, mais acteur d'un projet, quoi. Enfin, c'est comme ça que nous on l'avait envisagé et construit. Oui, en fait, le FAM de Saint-Cyr est un lieu de vie aussi. C'est un endroit où on a nos habitudes, tout ça, quoi. On voit des soignants, des médecins, des psychologues, des infirmiers, des aides-soignants, etc., etc. Les moniteurs, bien sûr. Et donc, c'est un endroit où parfois on se sent bien, mais parfois on peut se sentir mal aussi, quoi. C'est un peu... Alors justement, Denis, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Comment êtes-vous? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai commencé à avoir des troubles de l'humeur et du comportement vers l'âge de 15 ans. Ensuite, on m'a dit qu'il fallait que je consulte un médecin généraliste parce que ma santé était défaillante. Donc, après avoir été vers ce médecin, j'ai eu comment ça s'appelle? J'ai eu un traitement mis en place, quoi, de médicaments pour que je me sente mieux. Et donc, voilà, quoi. Ensuite, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie qui ont été dures, difficiles à vivre. Voilà, en fait, j'ai vu aussi après un médecin psychiatre. Puis j'en ai vu un deuxième. Et ensuite, voilà, les choses c'était un peu la descente aux enfers, comme on dit, quoi. En fait, les médecins ne comprenaient pas pourquoi j'étais dans cet état-là, parce que j'avais 15 ans. Et donc, voilà. Et est-ce qu'ils ont trouvé à diagnostiquer la difficulté que vous avez Oui, oui, les médecins m'ont tout de suite diagnostiqué que j'étais schizophrène, quoi. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous ressentez en tant que tel? J'ai des troubles de l'humeur, du comportement, des fois de la tristesse, de la dépression un peu. Voilà, plein de choses. Voilà. Et maintenant, avec le suivi médical, vous avez trouvé un équilibre dans... Oui, j'ai un équilibre, hein. Ça fait 4 ans que je suis au foyer d'accueil médicalisé de Saint-Cyr, donc. Et les traitements marchent bien maintenant.
ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on m'a souvent changé de traitement au fil des années, des mois, des années. J'ai aussi été hospitalisé en hôpital public au CPTS de Trousseau. Et j'y suis resté plusieurs années, en fait, quelques années. Et donc, voilà, quoi, j'étais soigné à cet endroit précis. Et puis voilà, quoi, j'ai fait beaucoup d'activités, beaucoup de choses pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir justement changer de ces humeurs moroses, quoi. Où on ressent le mal, le bien, tout ça. Parce qu'en fait, schizophrénie, ça veut dire schizo, c'est couper, et phrénie, penser. Donc c'est la pensée qui est ambivalente, qui est aggravée par c'est une psychose aggravée par une ambivalence de la pensée, en fait. C'est ça la définition exacte, quoi. Et il y a 600 000 schizophrènes en France, soit 1% de la population. Et en fait, c'est difficile de détecter quelle est précisément la souffrance des personnes qui sont schizophrènes. On a quelquefois... Voilà, Oui, c'est sûr. Ça, au départ, quand on passe dans la rue, on se rend pas, les gens ne se rendent pas compte, mais des fois... Oui, excusez-moi, c'est effectivement, il y a, comme vous le disiez, les chiffres de personnes atteintes de schizophrénie sont très très importants au niveau mondial, quoi, c'est 1% de la population. Il y a une forme extrêmement variée de types de schizophrénie, en fait. Donc au-delà d'une définition globale, il y a plein de formes de maladies qui font qu'il y a plus ou moins des caractéristiques qui sont plus ou moins importantes, oui. marquées ou non, et donc c'est très très, je pense que c'est très compliqué de la définir en tant que telle. Et ce qu'évoque aussi Denis, c'est vraiment l'aspect invisible de la pathologie pour l'environnement. Oui. C'est reconnu comme un handicap, le handicap psychique depuis 2005, mais c'est un handicap qui se voit pas, en fait. C'est des choses qui vont dire que beaucoup de résidents qu'on voit, on dit bon, quel est le problème, pourquoi vous n'y arrivez pas, alors qu'on est effectivement sur des maladies, des handicaps lourds, invalidants, et qui peuvent effectivement, qui paralysent pour beaucoup d'aspects de la vie au quotidien. Donc il y a effectivement tout le volet médical, mais ce qu'évoque aussi Denis, il y a l'accompagnement qu'on réalise, les activités et les différents projets qu'on met en place ont aussi vocation à soutenir les projets, à soutenir la volonté, à travailler sur le regard de l'extérieur. Enfin, il y a vraiment beaucoup de volets qui permettent de vivre malgré tout, de maintenir, et qui permettent aux personnes qui en souffrent de pouvoir réaliser des choses. Je voulais préciser aussi que les médecins en cette période, enfin les médecins depuis les médecins qui nous suivent, nous les résidents, les patients, il y a eu beaucoup de progrès faits en matière de médecine psychiatrique, donc. Et maintenant ça fonctionne bien, quoi, les traitements, les activités, tout ça, les séjours adaptés, plein de choses comme ça qui sont plus faciles à vivre. Et donc oui, parce qu'en fait, il y a donc aux femmes, il y a des personnes qui sont accueillies dans ce foyer à titre complet, à temps complet, et d'autres personnes avec des séjours adaptés, j'imagine, à certaines périodes, en fonction de comment cela se peut-être à mi-temps ou certains jours, ou en suivi entre... Déjà, c'est un lieu de vie, donc un lieu ouvert, donc il y a effectivement un hébergement. Mais après, bon, effectivement, dans le contexte actuel, c'est un peu différent. Mais en termes de libre circulation, on n'est pas dans un lieu fermé, un lieu clos. Donc les gens vont et viennent. Après, je ne suis pas là depuis assez longtemps pour vous dire tout ce qui a pu se faire en forme d'accueil. Il y a eu des accueils temporaires. Je sais qu'on peut accueillir des personnes quelques mois. Sur le principe, ce sont des personnes qui peuvent avoir une activité salariée à côté. Il y en a qui ont une activité bénévole. Il y en a qui sont inscrits sur des activités sportives, beaucoup de choses sur le territoire. Enfin, on est sur... c'est cette définition. On est... Du coup, l'image de la psychiatrie renvoie beaucoup à au milieu clos. Et puis, à des milieux clos et la fermeture, quoi. C'est surveiller et punir de Foucault. Et on n'est pas dans un lieu de soi, on est clairement dans un lieu médico-social, un lieu de vie.
dans lequel il y a un volet de soins qui est nécessaire dans l'accompagnement, mais qui ne définit pas en lui seul le lieu. Alors Denis, comment se passe une journée au foyer Une journée au foyer, ça se passe le matin, on se réveille, donc il y a un petit déjeuner, une toilette, une activité ou un rendez-vous avec le psychologue. On va se promener aussi sur le long des petits chemins, le long de la façade du FAM. On discute entre nous, on fume des petites clopes pour se détendre, tout ça, quoi. Puis sinon, il y a plein d'activités tous les jours de la semaine, donc... Il y a un choix d'ateliers où vous pouvez vous inscrire en oui, fonction tout à fait, de... Voilà. tout à fait, oui. Il y a plusieurs ateliers où on s'inscrit et ensuite on pratique ces activités pleinement, quoi, en donnant tout ce qu'on peut de meilleur, tout ce qu'on a de meilleur pour pouvoir avoir des échanges, de la sociabilité, tout ça. Et est-ce qu'il y a aussi des rencontres avec des personnes, avec la vie sociale, je dirais, ordinaire, puisque donc il y a des personnes qui sont en activité professionnelle, d'autres qui sont bénévoles dans des associations. Là, est-ce qu'il y a un accompagnement précis aussi dans ce cas-là ? Il peut y avoir un accompagnement par les référents, qui généralement soutiennent et aident dans la mise en place de ces projets. Il y a aussi beaucoup d'intervenants extérieurs qui peuvent venir dans le cadre d'un atelier. Il y a pas mal d'ateliers qui sont gérés qui sont animés par les équipes. Il y a aussi des ateliers où il y a des intervenants extérieurs qui viennent. Je pense à la danse, au théâtre, ponctuellement à la musique, une intervenante qui est venue sur quelques mois. On essaye vraiment d'ouvrir au maximum le lieu. Dans ce sens-là, c'est sûr, et un travail là depuis quelques années d'ouverture vers l'extérieur avec je refais ma pub là sur l'atelier radio par exemple, ou sur l'idée on a beaucoup vu récemment les gens de la mairie de s'inscrire sur le territoire, au-delà des participations à des ponctuelles de certains résidents sur des associations, d'essayer un petit peu de construire cette ouverture pour aller davantage dans ce sens en fait. Parce qu'on se rend compte, notamment en travaillant avec les gens de la mairie, que l'image qu'ils ont de la structure ne correspond pas forcément à la réalité. Ils y voient, j'y reviens, ils y voient un lieu clos, un lieu de soins, sans se rendre compte que tel ou tel Pierre-Paul Jacques participe au football avec l'association des résidents, ou qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà inscrits sur... Là, c'est la municipalité de Saint-Cyr. Tours ou Saint-Cyr. Saint-Cyr. Ouais, là c'est tout nouveau, c'est en train de se mettre en place. Ouais. Et par exemple, il y a la salle de spectacle L'Escale qui est à quelques pas de notre structure. Et en temps normal, on y est beaucoup, on participe beaucoup, on est client de la vie culturelle locale, quoi. Notre idée, c'est aussi d'aller davantage dans ce sens-là. Très bien, on fait une petite pause ? Oh bah oui. Hein. Bon, petite pause musicale. Allez. C'était Suzanne Vega et on entendait son titre China Doll. Voilà, c'est mieux quand tu ouvres le micro. C'est mieux, hein ? Oui. Oui, China Doll, c'est une reprise de Grateful Dead. Et c'est uniquement dispo sur un petit disque qui est sorti avec plein de groupes, une compilation, et dont les bénéfices allaient à une fondation pour la forêt tropicale. Et ce titre-là est disponible nulle part ailleurs que dans ce petit disque qui est resté assez confidentiel. Et ça peut être... ceux qui maîtrisent un peu l'anglais trouveront le petit côté usage d'un fait divers et distorsion de la réalité. C'est bon. Un bon sujet de réflexion, en fait. Oui, oui, c'est un bon sujet de réflexion. Voilà. Et bon courage si vous voulez trouver le disque. Bon, alors voilà, c'est encore une spécialité d'Alain, de derrière les fagots. Il a fallu qu'il cherche, qu'il fasse une fouille. Ouais, derrière les bouteilles et tout ça. Moi, je disais juste les fagots, hein, mais bon. Bon, on repasse aux choses sérieuses. Là, oui. Un peu.
à Oui, Londres. oui, oui. Et donc, en fait, l'un des sujets majeurs, évidemment, et des difficultés qui se posent sur la thématique de la psychiatrie, de la santé mentale, c'est l'inquiétude, la peur que cela fait résonner dans l'image que cela donne au public, enfin, à l'ensemble des personnes. Et alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui, à des degrés divers. Est-ce que justement, vous pouvez nous en dire un mot, Guénolé? Oui, c'est ce qu'on évoquait en antenne. C'est déjà ce qui a été évoqué tout à l'heure par Denis, c'est les chiffres, le nombre de personnes dans la population qui sont concernées par des troubles psychiatriques, parce qu'on évoquait la schizophrénie, mais il y a aussi d'autres familles de maladies. Si on élargit aux névroses, qui peuvent être des maladies handicapantes et graves, on arrive à entre 20 et 30% de la population. Donc c'est loin d'être complètement anodin, et c'est vraiment en décalage par rapport à l'image faussée que les gens ont de la maladie, où clairement, entre les œuvres de fiction, Psychose, tous les films, les mauvais films d'horreur des années 70-80, où le résultat c'est le méchant et les schizophrènes, ou encore les différents faits divers, notamment au temps de Nicolas Sarkozy, fait que l'image correspond pas à une réalité où les personnes atteintes de schizophrénie sont beaucoup plus victimes elles-mêmes de violences du fait de leur faiblesse, due à la maladie, que l'inverse, en fait. D'ailleurs, Sarkozy lui-même, il est pas très bien. Alain. Il se prend pour quelqu'un d'autre. Oh, Alain, Un oh là nommé là, oh là là. Bismuth, je crois. Nous Non, glissons sur un terrain. Excuse-moi. Non, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Oui, bah, c'est ce que j'entends, oui, oui. Enfin, toujours est-il qu'effectivement, pendant le mandat du président Sarkozy, il y avait eu une personne, je crois une infirmière, qui avait été tuée par un malade, agressé, etc. Et C'est ça, avec par un couteau. oui, par une histoire sordide, un fait divers, par un malade qui était en rupture. Je ne sais pas s'il était, alors j'ai pas le détail, savoir s'il était en rupture de soins. En tout cas, il n'était pas pris en charge, il n'était pas médicalisé. Donc, du fait de la maladie, effectivement, mais il y avait notamment la famille qui alertait là-dessus sur le fait qu'il n'y avait plus de suivi. Puis il y a beaucoup de changements dans les lois, ou même dans l'évolution de la psychiatrie en général, qui font que les lieux de soins au long cours pour des maladies qui sont complexes, les mots m'échappent, mais une maladie invalidante et permanente, si elles ne sont pas traitées, il n'y a plus de lieux de soins au long cours. Donc les lieux des secteurs de l'hospitalisation de la psychiatrie, c'est l'affaire de quelques semaines, le temps de prendre un traitement, et puis après on oriente vers des soins à la maison ou d'autres choses. Et donc s'il n'y a pas d'accompagnement au long cours, on arrive à des situations qui peuvent être compliquées à gérer, quoi. Ouais. Je sais que j'ai été témoin il y a quelques années dans mon quartier, dans une ville du sud, enfin à Pau, pour ne pas la citer, d'un truc épouvantable qui a traumatisé toute la ville. Et ça, la maladie mentale fait peur. Oui, parce qu'on ne comprend pas. On Parce n'a qu'on pas non comprend plus pas, expliqué. on sait pas. Aux gens. Et généralement, dans les formes hyper graves de passage à l'acte, ça aboutit parfois à des choses abominables. Là, bon, je donne pas les détails, mais il s'était passé un truc. La personne en question avait tué deux infirmières. Bon, bref, décapité. Bon, et donc, oui, mais ça, c'est vraiment l'extrême. Toute la ville avait été au courant, parce que, bien évidemment, la presse locale s'était emparée du ruée sujet, là-dessus comme la vérole sur le bas clergé. Et donc, tout le lendemain matin, c'est tout juste, il n'y avait pas des photos dans le journal du coin, quoi. Heureusement, ils ont été frappés d'embargo, mais c'est dire que de là... Et c'est là où je me dis qu'on a, nous, un rôle à jouer, que c'est un peu notre utilité. Oui. Parce que ce que voient les gens ordinaires, lambda, qui se baladent, qui vont faire leurs courses, c'est une vision de la réalité qui est au moins aussi déformée que celle que peuvent avoir les malades mentaux. Parce que, et ça, c'est déformé... principalement par les médias, par la presse, qui voit ça par le petit bout de sa lorgnette dans ce qui va faire vendre du papier.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire Et que- ça, alors on donne des détails. Et alors plus c'est sordide, plus c'est bon, Coco, parce que ça va se vendre. Et ça fait un mal fou à tout le monde. Parce que le gars qui a fait ça, en tous les l'occurrence, autres, je repense à cette histoire de Pau, ce type-là, bon, c'est un type qui est gravement malade, Oui. avant toute chose. Et le fait de divulguer tous des détails comme ça ne sert à rien, ça fait du mal à tout le monde, et ça prend la place d'une véritable réflexion posée, ne serait-ce que pour tenter d'expliquer. Il ne s'agit pas d'excuser, de pardonner ou de tout ce vocabulaire catho. C'est pas de ça dont il s'agit, c'est simplement d'essayer de comprendre. Et c'est vraiment une grande difficulté parce qu'il y a une grande complexité déjà de l'esprit, hein, de tout ce qui concerne le mental, les comportements. Et effectivement, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'il y a tout un éventail, toute une gradation d'états de santé mentale qui sont très variés. Et être déprimé, par exemple, être dépressif, il y a même les personnes qui sont très dépressives qui vont être suicidaires, etc. Enfin, tous ces états mentaux, ils peuvent toucher n'importe quelle personne en fonction de ce que la vie leur fait vivre, de toutes les confrontations face aux difficultés. Et là, effectivement, on a, comment dire, il semble qu'on manque d'outils et puis aussi de moyens pour aller expliquer justement au grand public et à l'ensemble des personnes que ça peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment. Enfin bon, évidemment plus ou moins, mais... Et juste une chose par rapport à cette distorsion de la réalité par les médias, etc. La stigmatisation, elle part de là. Tout ce qui est différent, et qui est monté en épingle par une presse qui souhaite vendre des journaux avec des faits entre guillemets sensationnels, évidemment. Ça provoque la peur, et voilà. la peur provoque les phénomènes de dire ah quelle horreur, l'autre là qui est pas comme Voilà, moi. oui, tout à fait. Et il y a aussi un manque de moyens criant parce qu'effectivement, il y a eu des revendications dernièrement, enfin ça fait déjà de nombreuses années, des personnels soignants dans les hôpitaux psychiatriques disant qu'ils n'avaient plus les moyens d'accueillir normalement et de soigner normalement les personnes qui en ont besoin. Et ensuite, il y a tout le problème du suivi justement extérieur, c'est-à-dire que les personnes puissent suivre leur traitement, que ça puisse être adapté, que ça évolue, que ça, pour que les personnes ne soient pas non plus enfermées. Oui, tout à fait. Ouais, il y a l'accompagnement socio-éducatif, socio-professionnel qui pour une inscription dans la cité et dans le retour à une vie normale entre guillemets, et c'est vraiment un gros travail important. Et puis même je rebondis sur des structures. Il y a déjà la reconnaissance du handicap qu'il faut pouvoir faire reconnaître, et des structures, j'ai en tête les entreprises adaptées ou les ESAT qui effectivement sont sur un accueil de personnes qui souffrent de handicap, mais il y a depuis quelques années beaucoup de personnes qui souffrent de handicap psychique qui sont dans ces structures, mais c'est des structures qui ne sont pas forcément non plus adaptées en tant que telles, qui sont sur un fonctionnement, je dis ça pour avoir aussi travaillé dans un foyer d'hébergement pour des personnes handicap intellectuel et handicap de toutes sortes. Et c'est vrai que le handicap psychique, il y a des pathologies qui sont des spécificités qui sont autres. Donc en termes d'accompagnement, il y a des spécificités. C'est pour en revenir sur, il y a une confusion de temps en temps entre le handicap intellectuel et le handicap psychique. On n'est pas sur les mêmes registres en fait. C'est des personnes. Moi j'ai en tête un résident dans une autre structure là, que j'accompagnais qui une fois stabilisé, a retrouvé une situation professionnelle. Il gagnait 3 fois mon salaire. Il bossait à Roissy et ça allait très bien pour lui, quoi. Il avait vraiment on n'est pas sur des capacités intellectuelles, mais vraiment sur une confrontation à la réalité, au contexte,
des facteurs de stress, comme vous disiez, de tout le parcours de vie qui remonte. Et donc, c'est un accompagnement qui est long, qui prend du temps, qui est compliqué, qui effectivement nécessite beaucoup de moyens. Et c'est quelque chose mais c'est quelque chose qui, enfin, ça peut marcher, quoi. Enfin, je veux dire, il faut me prendre ça comme une maladie chronique, en fait. Quelqu'un qui est diabétique, il saura. Je m'y connais pas assez en diabète pour vous dire, mais voilà, des maladies qui impliqueraient d'avoir un traitement toute sa vie, en fait, pour pouvoir mener une vie normale. Et on est sur ce type de parcours, en fait. Donc des gens qui sont stabilisés, nous on dit stabilisés dans la maladie, qui ont le traitement adéquat qui leur convient. Ça, c'est encore quelque chose qui prend un peu de temps. Rien n'empêche de revenir à une accompagnement, vie tout à fait normale, enfin en fonction des possibilités de la personne, des soins qu'elle doit recevoir, etc. Mais donc et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en cette période très difficile d'enfermement avec le Covid, on a eu le confinement pendant quelques mois. Là aussi, on voit que les statistiques semblent montrer qu'il y a une part importante de la population qui a souffert ou qui de cet état de confinement. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots? Est-ce que vous avez... Je sais pas, Denis, vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, c'était difficile le premier confinement parce que on savait pas trop, comment ça allait se passer. Et puis en fait, c'était très très pénible de rester derrière des barrières, quoi, sans pouvoir sortir. Sans pouvoir, avec des gestes barrières, avec du gel hydroalcoolique, des gestes barrières, donc Les masques. les masques aussi, oui, parfaitement, les masques. Oui, c'était très pénible, vraiment, premier confinement était très pénible. Et puis on est, nous, effectivement, dans nous, notre travail, c'est d'accompagner les résidents à justement sortir vers l'extérieur, à regagner en autonomie, en confiance. Et clairement, on arrive à 1 an, il y a des personnes pour qui le retour même accompagné à une vie extérieure a été compliqué parce qu'effectivement, il y a déjà du fait de leur... je ne dis pas pour tout le monde parce que chacun est une individualité à part entière, mais des gens pour qui déjà c'est compliqué de sortir. Dans un contexte comme ça, il avait fallu redoubler d'efforts et c'est pas fini, on continue pour effectivement accompagner à ressortir quand effectivement l'extérieur dans sa façon d'appréhender les choses est déjà inquiétant et déjà une source d'angoisse. Ça l'est d'autant plus dans un contexte où c'est effectivement avéré avec le virus où c'est réellement dangereux. Donc nous, l'accompagnement, c'est on sent qu'on va redoubler d'efforts pour... Je voulais préciser aussi que la schizophrénie est une maladie qui est très 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 dur à supporter, très, je veux dire, très, c'est une maladie qui est très angoissante, qui freine, qui est très pénible à supporter, voilà. Et puis, On a l'image dans la schizophrénie, il y a, de manière médicale, il y a un versant productif qui est beaucoup sur les délires. Les délires, donc les hallucinations. oui, les phénomènes de voix, tout ça. Voilà, c'est ça. Et il y a un versant, alors j'ai oublié l'autre nom, c'est pas non productif, mais c'est négatif, enfin qui justement empêche il y a vraiment des difficultés à aller vers l'autre, à aller vers l'extérieur, à s'ouvrir au contexte. Oui, parce qu'on se réfugie des fois dans la musique, souvent parce que ça calme les humeurs, quoi. Ça fait, c'est comme un remède, la musique, pour pouvoir aller mieux, pouvoir affronter la vie de chaque jour, avec sa maladie, tout ça, quoi. Et, la musique est très importante, je pense à la radio, tout ça. En fait, ça permet d'avoir une voix musicale ou une voix à travers les émissions de radio qui permettent de penser à autre chose qu'éventuellement la crainte d'avoir des hallucinations ou d'être coupé en deux justement dans son esprit. C'est un peu ce que vous expliquiez, non? Oui. La musique, c'est comme un médicament. Ça permet de se sentir mieux et puis
Par contre, on se renferme surtout des fois sur nous-mêmes. Ça qui est... Dans mon adolescence, j'étais assez renfermé. Dès que j'ai été diagnostiqué de cette maladie avec les traitements. Puis, moi, je me rappelle pas de tout dans ma vie, mais voilà, c'était... Il y a des années très difficiles, vraiment, où je me sentais très très mal, je savais plus quoi faire. Mes parents, ma famille, tout ça, ils étaient très inquiets pour moi. J'ai fait 3 TS en plus, donc voilà, quoi. Ça montre le degré de souffrance et puis aussi, effectivement, toute la difficulté qui vient de l'incompréhension de l'entourage et des difficultés pour l'entourage d'apporter une aide. Oui, en plus, c'est une maladie de longue durée, donc on n'en guérit pas, mais vers l'âge de 40 ans, on commence à se sentir beaucoup mieux. C'est un schéma quoi, de la maladie quoi, qui se traduit par une évolution de la maladie vers un apaisement vers l'âge de 40 ans, et voilà, quoi. Oui, c'est toute la complexité Oui. du mental, de la Oui, c'est ça, psychologie. c'est Ouais. ça. C'est l'esprit qui est vraiment, la pensée qui est vraiment défaillante, les humeurs sont défaillantes. Des fois, on comprend plus trop la réalité quand on regarde dehors. On se rend pas compte du monde dans lequel on vit, on est dans son monde à nous-mêmes, et là, Et alors, quand on a justement, pour vous revenir un peu à la source, que faire quand on voit qu'on va pas bien, etc., ou qu'on voit qu'une personne de son entourage ne va pas bien? Guénolé, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là quelles sont les démarches Déjà, oui, se retourner vers le corps médical, voir son médecin. Pour revenir à notamment les psychoses, ce sont, comme le décrit Denis, des maladies qui touchent, pour en revenir à la schizophrénie, les jeunes adultes. Donc on arrive à cette période de transition entre fin de l'adolescence et début de l'âge adulte, où il peut y avoir effectivement des différents épisodes de bouffées délirantes qui vont après, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut aussi être victime de bouffées délirantes et que ça va s'arrêter d'un coup d'un seul, il n'y aura pas de suite. Et après, puis après basculer dans une maladie plus chronique, plus handicapante. Et comme disait très bien Denis, c'est des maladies au long cours dans lesquelles il faut... on parlait de traitement. Je pense que le traitement, c'est aussi quelque chose qui doit mettre du temps à s'ajuster. En fait, trouver le traitement qui convient à la forme de maladie dont on souffre. Accepter aussi, je pense qu'il y a un grand travail. Je pense que de venir... Voilà, c'est ça. De soi-même. D'acceptation de la maladie. Oui, en voilà. fait... Au départ, on se dit non, c'est pas possible, je suis pas malade, mais si on est malade, on se rend pas toujours compte au départ. Mais on sent une forte souffrance sur tout ça. Dès que cette forte souffrance se déclenche, là c'est là qu'on bascule, la pensée se coupe, et après ça, c'est presque irréversible, je veux dire, quoi. C'est ça qui est désastreux quoi, dans cette maladie, quoi. Il y a le fait d'une fois que si la maladie avec les traitements est stabilisée, on peut aussi estimer que avec les médicaments, finalement on est bien, donc je suis pas malade, la preuve. Donc effectivement, il y a une vigilance à avoir sur le maintien du traitement. Et puis je pense que ce que sous-entend Denis aussi, je pense que c'est dur de se dire qu'on est malade, qu'on est, excusez-moi le terme, mais qu'on est fou, parce que quand on souffre d'une maladie comme ça, le regard, et là je rejoins la stigmatisation, qu'on n'est pas simplement malade, on est catalogué comme schizophrène, comme malade mental, comme fou. Je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment très... pour l'avoir vu, avoir travaillé... C'est handicapant. C'est handicapé, et c'est vraiment un travail sur soi d'accepter cette situation. Donc l'évolution, Denis, que vous décrivez sur une maladie qui arrive relativement jeune et qui est stabilisée après des années, voire des décennies, on est effectivement sur un parcours qu'on revoit souvent. Après, sur effectivement, les structures de soins, les CMP, les différents... et puis surtout, pour en revenir là-dessus, c'est qu'effectivement... c'est très très courant. Vous imaginez une personne sur 100, donc vous allez dans une salle de spectacle ou un cours dans un amphi, clairement ça va. Il y a forcément des Il y a personnes des gens qu'on va croiser, qui souffrent, touchés, qui sont pas à se balader en pyjama avec tous les clichés qu'on a en tête quand on parle de schizophrénie en fait.
Oui, et donc on parlait du confinement aussi. Il y a combien de personnes, je ne sais plus, vous aviez indiqué, et alors les étudiants aussi qui ont été confinés, comme tout le monde en fait, et qui ont souffert, parce que souvent quand ils ne sont pas auprès de leurs parents, de leur famille, ils se retrouvent tout seuls aussi. Alors le manque de socialisation, on voit bien à quel point on a besoin de contact les uns avec les autres pour pouvoir vivre normalement, échanger, dialoguer, etc. Donc c'est en fait beaucoup plus courant qu'on ne pense d'avoir des difficultés. Voilà. Oui, je voudrais revenir un peu sur la stigmatisation, parce que je vois que l'heure tourne, Oui. et puis que c'est quand même ce qui nous a réunis, ça me semble aussi important, c'est-à-dire comment faire. Bon, on a beaucoup, et c'est très bien, parlé vers la personne, elle, qui est malade, qui est atteinte par ça. Comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible, quelles sont les structures qui existent, etc. Mais pour essayer d'éviter ou de limiter, tout au moins, en tout cas de se bagarrer contre cette stigmatisation, comment on peut agir par rapport à l'extérieur? Je pense qu'il faut être encadré par des soignants il faut de l'efficacité dans le travail des médecins. Il faut des activités ou un emploi, ou je ne sais pas. Il faut que l'image que montrent certains médias change aussi, parce que ça ne reflète pas la réalité tout le temps. Tous les schizophrènes ne sont pas forcément dangereux. Bien sûr. Voilà. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant changer l'image. C'est-à-dire, on ne peut pas réduire une personne, un être humain, à sa seule représentation, et encore moins à sa représentation au travers de quelques cas extrêmes qui sont en nombre heureusement infime. Et ça, c'est l'inverse du système médiatique dont on fait partie tous. Oui, en fait, si on a la possibilité de voir à quel point les personnes, qui souffrent de ces maladies, et peuvent être justement incluses de plus en plus dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, etc. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on dédramatise, qu'on évite d'avoir peur des mots schizophrénie, psychose, etc., maladie mentale, alors c'est tout un travail de pédagogie à faire vis-à-vis de tout le monde, hein, effectivement, comme tu dis, Alain, il faut qu'on en parle en fait, et qu'on en parle, qu'on ait effectivement aussi, Denis, c'est ce qu'évoquait Denis, dans l'action, dans des projets concrets, dans des activités, en fait, de venir, par exemple, on parlait à la radio autour du thème aussi, faire de la radio, créer un groupe de rock, aller faire, je sais pas, une expo de peinture, enfin, d'une manière globale, c'est assez paradoxal pour ces personnes-là d'être résumées une maladie. Enfin, vous imaginez que si moi je suis défini par mon corps au pied et puis mes troubles, et ça paraîtrait à tout le monde aberrant. Et on est dans une société où on définit les gens. Voilà. On met des étiquettes, on met ça on met les gens dans des petits casiers, et puis avec prière de ne pas en bouger. Je sais que nous, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va faire une rubrique plus ou moins régulière, je ne sais pas encore comment, mais je crois qu'on va tous, autant qu'on est, se revoir et essayer de faire un travail régulier. On va bien voir où ça va nous mener, mais il faut que cette parole-là, elle reste ouverte. Oui, en effet. Ça me semble important. Je pense qu'avec tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui se passe actuellement, il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir justement ces problèmes psychiques, sans parler du problème-là, mais ça va être comment que c'est la dépression, c'est tous les mondes. On va leur faire des concerts. Voilà. Bon, notre temps imparti d'émission va bientôt se terminer. C'est bien dommage. Grand merci à nos invités, Guénolé Laurec et Denis Langlais, qui sont venus nous rencontrer aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura l'occasion effectivement de nous voir vous repassez bientôt. Quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Je peux passer un petit bonjour, s'il vous plaît? Certainement. Oui. Je voudrais dire bonjour à mon frère qui fête ses 46 ans aujourd'hui. Voilà, je l'embrasse bien fort, lui et sa petite famille.
Voilà. anniversaire. Eh ben, nous- c'est nous- dit, voilà. c'est Et nous aussi, fait. on lui souhaite un et il est juste. anniversaire aussi. On vous souhaite plein de choses à tous. On vous dit à la prochaine Donc, émission. ça- très rapide, puisque ça sera le premier mardi. Donc, ça sera le 6 avril. Allez, salut les feignasses. Merci, au revoir.